Et si l'Afrique n'était plus un simple pion sur l'échiquier mondial, mais un stratège capable de dessiner les règles du jeu? Cette question n'est pas une utopie, mais l'écho d'une prise de conscience urgente qui traverse aujourd'hui tout le Sud global. Sommes-nous condamnés à rester spectateurs, ou pouvons-nous enfin devenir acteurs de notre propre destinée internationale? Le récent discours du ministre indien S. Jaishankar à l'Assemblée générale des Nations unies a résonné comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas seulement une intervention diplomatique, c'était un miroir brutal brandi face aux échecs flagrants du système international actuel. Il a dénoncé sans détour une ONU qui a failli à sa mission universelle, laissant trop souvent l'Afrique et le Sud global réduits à des rôles secondaires, ignorés ou instrumentalisés selon les intérêts des puissants. Mais Jaishankar n'a pas fait que pointer du doigt l'injustice. Il a lancé un appel sans ambiguïté à la reconnaissance, au respect et à la justice pour les peuples du Sud global. Il a exigé la fin des demi-mesures et des discours paternalistes, et insisté sur la nécessité d'intégrer réellement l'Afrique dans les circuits de décision mondiale. Un détail fort, son insistance à saluer au nom de Bharat et non de Inde. Ce choix symbolique souligne la puissance de l'identité retrouvée et résonne profondément avec l'aspiration africaine à la souveraineté véritable. La bataille pour le non, pour l'affirmation de soi, c'est aussi la bataille pour l'autonomie et la reconnaissance. Jaishankar montre qu'on ne peut prétendre changer le monde sans d'abord assumer pleinement qui l'on est. Sa frustration face à la marginalisation des conflits africains, à la manière dont nos souffrances sont invisibilisées alors que d'autres crises accaparent l'attention mondiale, exprime un sentiment partagé par beaucoup sur le continent. Combien de guerres, de tragédies et de résiliences africaines sont passées sous silence, faute de relais ou d'intérêt international? Ce discours marque une rupture. C'est la première fois qu'un représentant d'une grande puissance ose critiquer l'ONU avec autant de franchise, rejoignant ainsi la colère sourde qui gronde depuis si longtemps en Afrique. Jaishankar ne s'est pas contenté de parler. Il a ouvert une brèche dans laquelle les nations du Sud global, et l'Afrique en tête, peuvent désormais s'engouffrer. Le choix est clair et lourd de conséquences. Continuer à être tenus à l'écart, dépendants, réduits à l'impuissance. Ou saisir cette opportunité historique pour devenir enfin maître de notre avenir. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut peser sur la scène internationale, mais comment elle compte le faire, et à quel prix si elle ne le fait pas. Mais pourquoi cette marginalisation persiste-t-elle malgré des décennies de plaidoyer? Regardons comment elle se manifeste concrètement aujourd'hui à travers un état des lieux implacable. Pourquoi, malgré l'égalité proclamée à l'ONU, l'Afrique reste-t-elle simple spectatrice des décisions vitales qui la concernent? Cette question dérange, mais elle est plus actuelle que jamais. L'Organisation des Nations Unies, censée garantir la paix et l'équité, traverse aujourd'hui une crise profonde. En réalité, elle est dominée par une poignée de puissances qui imposent leur vision, tandis que la majorité, dont l'Afrique, est reléguée au second plan. Le Conseil de sécurité illustre parfaitement ce déséquilibre. Aucun pays africain n'y occupe de siège permanent. Cela signifie que près d'un cinquième de l'humanité n'a pas voix au chapitre lorsque les décisions cruciales sont prises. Les conflits qui secouent le continent africain sont rarement mis sous les projecteurs internationaux. Lorsque les bombes tombent sur des villes africaines, lorsque la faim fait des ravages ou que des millions de personnes fuient la guerre, l'indifférence règne. Les médias mondiaux et les grandes puissances feignent l'ignorance, réservant leur empathie et leur mobilisation à d'autres régions, jugées plus stratégiques ou plus proches de leurs intérêts. Ce sentiment d'exclusion s'est accentué pendant la pandémie de Covid. L'Afrique a été la dernière servie lors de la distribution des vaccins. Pendant que certains pays accumulaient des millions de doses, d'autres, sur notre continent, attendaient la charité internationale. Les restrictions de voyage, souvent appliquées de manière arbitraire, ont encore renforcé le sentiment d'injustice, comme si l'Afrique était porteuse de fléaux que le reste du monde voulait tenir à distance. Ce que nous vivons aujourd'hui ne relève pas seulement du passé colonial, mais d'un néocolonialisme moderne. Les nouvelles technologies, les chaînes de valeur mondiales, la mainmise sur les matières premières,
et la dépendance économique sont autant d'outils subtils utilisés pour perpétuer la domination. Nos ressources quittent le continent brut, reviennent transformées à prix d'or, et nos économies restent dépendantes d'intérêts extérieurs. Même la révolution numérique, qui promettait l'égalité des chances, est devenue un terrain de jeu réservé où l'Afrique arrive toujours après les autres. Au fond, tant que nous ne prenons pas conscience de ces mécanismes, l'Afrique restera prisonnière d'un système international qui ne la sert pas et qui la maintient dans la dépendance. Mais faut-il accepter cette fatalité? Certainement pas. Un vent nouveau se lève, porté par des leaders qui osent nommer les injustices et proposer des alternatives. Examinons maintenant ce qui doit changer et comment l'Afrique peut reprendre la main. Plongeons dans le cœur du problème pour comprendre pourquoi ce système persiste et découvrons les premières pistes pour en sortir. Et si, au lieu d'attendre la validation du Nord, l'Afrique et le Sud global imposaient leur vision et leurs propres règles? Ce choix, aujourd'hui, est bien réel. Continuer à subir le système qui marginalise ou décider collectivement de s'affirmer, d'entrer en scène en position de force. La clé de ce basculement, Jai Shankar l'a montré, une diplomatie franche, directe, sans euphémisme. Loin des discours policés qui masquent la réalité, il ose nommer les injustices, pointer les incohérences du système et exiger, sans complexe, des réformes profondes. Cette honnêteté radicale fait de lui un exemple à suivre pour toutes les nations du Sud global, en particulier pour l'Afrique. Face au terrorisme, son discours tranche avec l'habitude de minimiser ou de détourner le regard. Il réclame de la clarté, des actions déterminées, sans compromis et sans calcul politique. Car pour l'Afrique aussi, la menace terroriste n'est pas un simple enjeu de sécurité, mais un défi existentiel qui exige une réponse ferme, collective et sans détour. La philosophie indienne, résumée dans 3 mots puissants, Atmanirbhar, Atma Raksha, Atma Vishwas, propose une boussole pour l'avenir. Atmanirbhar, c'est l'autonomie, bâtir ses propres capacités, utiliser ses ressources, refuser la dépendance systémique. Atma Raksha, c'est l'autodéfense, protéger ses intérêts, ses valeurs, sa souveraineté, sur tous les plans. Enfin, Atma Vishwas, la confiance en soi, croire en la force de son histoire, de sa jeunesse, de son potentiel. L'Afrique, elle aussi, possède tout ce qu'il faut pour s'affirmer. Des ressources inestimables, une jeunesse foisonnante, une histoire qui précède celle de tous les continents. Ce qui manque, ce n'est ni la matière première, ni l'énergie, mais la confiance systémique, celle qui permet d'agir, de s'unir, de refuser la place subalterne. Tant que cette confiance n'est pas restaurée, les dynamiques de domination perdureront. L'Inde offre déjà des exemples concrets, des projets de développement qui privilégient la coopération équitable, des interventions pacifiques lors de crises, la fourniture de vaccins ou d'aides sans condition. Ces gestes démontrent qu'une autre solidarité Sud-Sud est possible, centrée sur le respect mutuel et l'autonomie réelle. Le véritable enjeu est là. Persévérer dans l'attentisme, espérer la bienveillance du système, ou bien oser la prise d'initiative collective pour transformer les règles du jeu. C'est un pari risqué, mais ne rien tenter. C'est garantir que le statu quo perdure, au détriment des intérêts africains et du Sud global. Quel chemin s'ouvre si nous acceptons ce défi? À quoi pourrait ressembler l'ordre mondial si le Sud global s'unit et s'affirme? Explorons maintenant les scénarios concrets qui émergeraient si l'Afrique et le Sud global adoptaient ce positionnement de force, et découvrons à quoi pourrait ressembler un nouvel ordre international façonné par le Sud. Reprenons notre place à la table, mais comment et à quel prix? L'Afrique est aujourd'hui à un tournant décisif. L'appel lancé par le ministre indien n'est pas seulement symbolique. Il nous invite à devenir co-architectes d'un nouvel ordre mondial, à exiger notre juste part dans la gouvernance internationale et à refuser d'être de simples spectateurs de notre destin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies cristallise depuis des décennies un sentiment d'injustice. Comment justifier, au XXIe siècle, qu'un continent entier reste sous-représenté dans l'instance qui décide de la paix globale? La réforme de cette institution n'est pas un luxe ni une faveur. C'est un impératif d'équité
et de justice historique. Notre voix doit compter. Notre expérience doit peser. Notre destin ne peut plus être discuté sans nous. Au-delà de la réforme, le monde évolue. L'Inde, par son histoire et ses choix, apparaît comme un partenaire naturel pour l'Afrique. Ensemble, nous partageons l'héritage douloureux de la colonisation, mais aussi la volonté de prouver que le Sud global peut être innovant, souverain et solidaire. Cette alliance, si elle est sincère, peut rééquilibrer la gouvernance mondiale en plaçant la justice au centre des discussions internationales. Mais la stratégie ne s'arrête pas à la diplomatie. Les technologies disruptives, comme l'intelligence artificielle, les biotech ou les énergies renouvelables, sont aujourd'hui les nouveaux champs de bataille. Allons-nous répéter le schéma où l'Afrique est simple consommatrice de solutions conçues ailleurs? Ou saurons-nous saisir ces outils pour bâtir notre propre développement, inventer nos propres modèles et transformer nos sociétés à partir de nos réalités? L'enjeu est immense. Maîtriser la technologie pour libérer le potentiel africain et non pour subir une nouvelle domination. Pourtant, aucune nation du Sud ne réussira seule. La solidarité entre les pays du Sud doit passer du discours à l'action concrète. Investissement partagé, transfert de compétences, défense commune de nos intérêts dans les forums mondiaux. C'est la seule façon de ne plus être divisé et fragilisé face aux grandes puissances traditionnelles. Enfin, il est temps de dépasser la vieille opposition Est-Ouest. La véritable fracture aujourd'hui n'est plus tant géopolitique qu'éthique. Elle oppose ceux qui veulent maintenir la domination à ceux qui luttent pour la justice. À ce croisement, l'Afrique peut choisir de ne plus être objet des grands jeux, mais d'imposer ses priorités, ses alliances et ses propres critères de légitimité. Oui, revendiquer un rôle décisionnel, influencer les règles, cela signifie aussi accepter une nouvelle responsabilité. Être porteur du changement, inspirer confiance et servir d'exemple pour d'autres régions du monde. Avons-nous le courage d'assumer ce poids? Sommes-nous prêts à passer de la parole à l'acte? Mais concrètement, que peuvent en faire les citoyens, les gouvernements et les entreprises africaines pour transformer ces ambitions en réalité palpable et quotidienne? Décortiquons ensemble comment chaque acteur peut, dès maintenant, agir pour bâtir ce nouvel ordre. De la théorie à la pratique. Que puis-je faire, ici et maintenant, pour participer à cette transformation? C'est une question essentielle, car l'avenir du Sud global, et de l'Afrique en particulier, dépend de chaque choix posé, de chaque prise de conscience individuelle et collective. Première étape. Il est temps de mettre fin au complexe d'infériorité hérité du colonialisme. Tant que nous continuerons à penser que nos modèles, nos langues et nos savoirs sont inférieurs, nous resterons enfermés dans la dépendance. Refusons les récits qui nous présentent toujours comme les élèves de l'histoire, ou comme ceux qui doivent attendre la validation des autres. Valorisons notre histoire, nos savoirs, nos cultures et nos ressources. L'Afrique possède une richesse intellectuelle, naturelle et créative immense. Redécouvrons-la, enseignons-la à nos enfants et faisons-en la base de nos innovations. Que chaque école, chaque famille, chaque média contribue à renforcer la fierté d'appartenir à une civilisation plurielle et dynamique. N'attendons pas que la coopération internationale vienne d'en haut. Prenons part activement à la coopération Sud-Sud, entre nations du Sud global. Construisons des partenariats d'égal à égal. Partageons nos expériences, nos technologies, nos stratégies de développement. Les solutions adaptées à notre réalité émergent souvent de nos propres réseaux, et non des institutions lointaines. Investissons localement dans l'éducation et la technologie. L'école et la formation professionnelle doivent préparer à affronter les défis du monde contemporain, tout en s'appuyant sur nos contextes locaux. Favorisons l'entrepreneuriat, l'innovation et la création d'emplois durables sur notre sol. Là se trouve notre véritable indépendance. Il est aussi essentiel de refuser la posture de victime. Oui, les injustices passées pèsent encore, mais rester dans la plainte perpétuelle, c'est abandonner notre pouvoir d'agir. Nous sommes des contributeurs au monde, des porteurs de solutions, des bâtisseurs d'avenir. Cette confiance en soi, alliée à la solidarité, peut transformer le destin de tout un continent.
Le plus grand risque aujourd'hui serait de retomber dans la résignation. Mais au contraire, nous avons devant nous l'opportunité unique de bâtir une fierté concrète, de prouver par les actes que le Sud global n'est plus en attente, mais déjà à l'œuvre. En résumé, ce n'est plus le temps de l'attente, mais celui de l'action collective. Mais pour que cette dynamique prenne racine durablement, il faut regarder en face les blocages qui subsistent et les défis à relever, ensemble. Avançons, non par imitation, mais par affirmation. Ce moment appelle chacun de nous à regarder au-delà des discours, au-delà des vêtements empruntés, pour reconnaître la force unique de notre identité africaine. Le discours du ministre S. Jaishankar n'est pas seulement une critique, ni un cri dans le vide diplomatique. C'est un appel vibrant à cesser d'être spectateur de notre propre histoire pour en devenir l'auteur, d'imposer nos priorités, d'incarner nos propres rêves. L'Afrique ne peut plus attendre que justice et équité lui soient offertes par d'autres. Les grandes puissances continueront de défendre leurs intérêts, à moins que nous ne défendions les nôtres. Le système international ne se réformera pas par bonté d'âme, mais par la pression de voix affirmées, unies, conscientes de leurs valeurs et de leur droit de participer à l'architecture du monde. Reconnaissons-le, si nous restons passifs, le cycle de la dépendance persistera. Nos ressources continueront d'alimenter la prospérité d'autrui. Notre jeunesse sera condamnée à chercher ailleurs ce qu'elle pourrait bâtir ici. Mais si nous faisons le choix aujourd'hui de nous engager, de réclamer notre place, de nous affirmer non plus en miroir du monde, mais en réponse à notre propre appel, alors l'histoire changera de cap. L'enjeu est immense. Le futur de la justice mondiale, de la prospérité partagée et de la dignité africaine dépend de notre courage à agir maintenant. Ne pas saisir ce moment, c'est risquer de voir l'Afrique rester à la périphérie, spectatrice d'un ordre qui se réinvente sans elle. Mais s'engager, c'est poser la première pierre d'un destin forgé de nos propres mains. Le temps n'est plus à l'attente, ni à la plainte. Il est venu d'oser, d'affirmer haut et fort que l'Afrique n'est pas une terre d'assistance, mais une force de proposition, un moteur de solution, une partenaire incontournable dans la construction d'un avenir mondial plus juste. Affirmons notre droit à la souveraineté, à la maîtrise de nos ressources, à la reconnaissance pleine et entière sur la scène internationale. Chacun d'entre nous a un rôle, une voix, une responsabilité. C'est ensemble que nous pourrons transformer l'indignation en action, la frustration en stratégie, l'espoir en réalisation concrète. C'est ce choix, aujourd'hui, qui marquera la différence entre une Afrique spectatrice et une Afrique actrice de son propre destin.